avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Le harcèlement scolaire est un sujet sérieux, très sérieux dans notre société aujourd'hui. Alors oui, j'entends déjà des gens qui vont me dire « Mais enfin, ça a toujours existé, c'est comme ça qu'on forge les caractères, c'est comme ça qu'est la société de toute façon. » Alors oui, c'est vrai que ça a toujours existé, mais dans des ampleurs qui étaient différentes. Il y a par exemple aujourd'hui une dimension digitale qui porte ce harcèlement bien au-delà de l'établissement et avec une rapidité, une fulgurance incroyable pour les enfants concernés. Donc oui, ça évolue en fait, ça évolue, et après, dans l'absolu, ça c'est un avis très très personnel, on est aussi en droit de se dire que l'école étant une mini-société, souvent très représentative de notre société, est-ce que c'est ça qu'on veut dans notre société ? Est-ce qu'on veut de ces violences-là dans notre société ? Est-ce qu'on doit se forger ou est-ce qu'on doit apprendre à repousser et rejeter la violence ? Nous allons en parler aujourd'hui avec mon invitée. Elle s'appelle Louise, elle a 33 ans, elle est la mère de 2 enfants de 2 et 4 ans, elle vit à Copenhague. Elle est très engagée sur le sujet du harcèlement scolaire suite à la perte de sa sœur, des suites justement du harcèlement scolaire. Son engagement se fait notamment sous la forme d'un livre intitulé « La fille de cristal » qui sensibilise sur le sujet et retrace l'histoire de sa sœur dans le format d'un thriller. Nous allons revenir sur ce qu'est le harcèlement scolaire, sur les chiffres en France, sur les signes qui peuvent aider à le détecter ou pas, on verra que c'est vraiment pas si simple que ça. Et nous reviendrons aussi sur les pistes pour accompagner les enfants et les parents sur le sujet, un petit peu aussi sur les structures comme l'école qui peuvent aider et bien sûr aussi le rôle primordial des associations. Commençons donc par le début et cette première question. Louise, c'est quoi le harcèlement scolaire ? Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, en fait, il y a différentes définitions du harcèlement scolaire, mais je travaille avec une association qui a une définition que je trouve très juste, c'est qu'ils disent qu'à partir du moment où il y a souffrance de l'enfant, c'est du harcèlement scolaire. Parce qu'il y a encore beaucoup d'enfants qui ne se sentent pas légitimes, qui vont dire « on s'est moqué de moi, mais bon, c'est pas vraiment du harcèlement scolaire, c'est vrai que mes chaussures, elles étaient pas top ce jour-là, et puis on s'est moqué de moi, mais ça arrivait que 3 fois, donc finalement, ça m'a blessée, mais c'est pas vraiment régulier. » Enfin, il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas légitimes, en fait, autant les enfants que les adultes. Il y a énormément d'adultes qui écrivent au travers de mon compte et qui me disent moi, c'est pas vraiment du harcèlement scolaire, mais j'ai vécu ci et ça, et on se dit que quand ça fait 15 ans et que la personne en parle encore et qu'on sent que c'est dur pour elle, il y a souffrance en fait, et donc c'est du harcèlement scolaire, même si sur le moment on dit c'était juste une petite remarque, la personne n'a pas fait exprès, bon, c'était pas tout un groupe, c'était que quelques personnes, mais finalement à partir du moment où il y a souffrance, on peut considérer que c'est du harcèlement scolaire. Sachant que le harcèlement scolaire, ça s'arrête pas aux portes de l'établissement scolaire. Bien sûr, il y a aussi le cyberharcèlement. Quand on reçoit des messages toute la soirée, ou même qu'on voit des posts qui nous concernent, qui sont en fait assez violents émotionnellement, on considère que c'est aussi du harcèlement scolaire, même si on n'est pas physiquement à l'école. Ok. Donc si je comprends bien, le harcèlement scolaire, ça concerne tous les actes qui peuvent créer de la souffrance chez l'enfant et qui dépasseraient, je sais pas, le champ d'une blague très ponctuelle qu'on peut se faire entre personnes. Alors c'est un amalgame qui est souvent fait, c'est un retour que j'ai parfois des professeurs qui me disent mais là j'ai l'impression que c'est plus des moqueries, donc j'ai pas envie d'intervenir. Et souvent ce que je conseille, je suis une particulière, je suis pas psychologue, je suis pas à la tête d'une association, mais souvent ce que je conseille c'est que quand il y a des moqueries, le prendre au sérieux directement, c'est le mieux. Et après, on fait le tri, c'est-à-dire que si vraiment c'était pas du harcèlement scolaire et que la moquerie s'arrête au bout de quelques jours, c'est très bien. Mais il vaut mieux tout considérer comme du harcèlement et le traiter sérieusement, plutôt que se dire c'était juste des moqueries et après se rendre compte que l'enfant était vraiment en souffrance, qui se déscolarise, qui rate la suite de son année scolaire, etc. Donc finalement, en fait, parfois on a l'impression que c'est juste des petites moqueries, mais il y a des mots qui sont pas anodins. Surtout dans le contexte où on évolue, quand on fait un commentaire sur le physique d'une personne, ça peut être perçu d'une manière très violente. On ne connaît pas en fait le contexte social, familial, l'histoire de la personne. Donc finalement, dire c'est un petit peu des moqueries, c'est assez risqué en fait. C'est une pente glissante parce que qui décide que c'est une moquerie en fait ? Si c'est la personne qui est victime, elle souffre. C'est presque du harcèlement déjà. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que la moquerie, à cet âge-là, en plus, pour moi, c'est quelque chose qui m'interpelle déjà dans les comportements, si tu veux. Je m'explique, c'est que la moquerie, de base, c'est que tu vas rire
de quelqu'un, pas avec quelqu'un. Et je pense que c'est une notion qui est importante à garder comme différence, comme nuance, quand on se parle d'humour. Et après, j'en parlais il n'y a pas longtemps, je réagissais sur TikTok par rapport à des trends où on fait peur aux enfants, tu vois, en plus on les filme devant des millions de personnes. Et si tu veux, ce que j'expliquais, c'est que autant moi la moquerie, je la comprends sur une personne qui est construite, qui est psychologiquement stable, émotionnellement stable, enfin qui devrait l'être en tout cas passé 25 ans, ou un petit peu avant, mais sur un enfant qui est en construction de son image, de son rapport au monde, de son estime de soi, je trouve que même la moquerie, juste des moqueries, en fait, ça m'interpelle. Tu vois, qu'on tienne encore ce discours-là dans l'école. Mais c'est juste, ça, c'est complètement juste. Après, entre enfants, c'est assez sain finalement d'apprendre que tu peux te moquer des autres, que tu ressens des émotions quand les gens se moquent de toi, que quand toi tu te moques des autres, ils ressentent aussi des émotions. C'est normal d'être confronté à ça et c'est le cas dans tous les établissements scolaires. Mais c'est vrai que ça demande quand même un encadrement des adultes. Et surtout, ce qui est hyper important dans la notion de harcèlement scolaire, c'est la notion de groupe. C'est-à-dire que le harcèlement scolaire, en général, c'est pas deux personnes. C'est-à-dire que c'est une situation qui se met en place. En général, il y a quand même une trame qui est toujours la même. Le groupe se découvre en septembre, parce que c'est la rentrée scolaire. On parle beaucoup de harcèlement scolaire en septembre, mais c'est pas là qu'il commence. En fait, le harcèlement scolaire, il va se mettre en place petit à petit au mois d'octobre, par exemple, quand les gens commencent à se connaître, qui commencent finalement à se grouper entre eux, à se stigmatiser, à s'identifier en tant que le petit, le grand, celui qui parle beaucoup, celui qui a des bonnes notes. Et en fait, en général, le harcèlement scolaire, il connaît un pic plus à partir de février, mars, avril. Et c'est extrêmement triste finalement parce que fin avril, c'est le moment où il y a le plus de dépression chez les enfants, le plus de souffrances qui soient déclarées ou non déclarées, le plus de tentatives de suicide malheureusement et le plus d'appels à l'aide parce que c'est le moment où le harcèlement scolaire prend toute son ampleur en fait. Et en général, après au mois de mai-juin, comme les vacances scolaires arrivent, le harcèlement scolaire se calme un petit peu et reprend l'année suivante. Mais c'est vraiment triste de voir qu'il y a toujours le même schéma et que finalement, c'est quelque chose qui peut être un petit peu comme une spirale. C'est-à-dire que le harceleur, il se retrouve un peu embarqué dans ce harcèlement scolaire. Il n'est pas la source de la souffrance. Il est aussi victime, finalement, de cette situation où le groupe attend de lui qu'il continue à se moquer, en fait. Je t'en parlerai un peu après, puisque je parlerai de mon cas personnel quand j'étais notamment au collège. Avant ça, juste, je voudrais qu'on rappelle peut-être, s'il te plaît, les chiffres du harcèlement scolaire en France, du moins ceux qui sont connus. Et tu fais bien de dire ceux qui sont connus, puisque très souvent les victimes ne parlent pas ou parlent très longtemps après, et donc elles ne sont pas forcément dans ces statistiques. Mais les chiffres officiels, c'est qu'un enfant sur 10 est harcelé, donc, ou a commis du harcèlement scolaire, donc dans une classe de 30, tu vois, ça fait au moins 3 enfants. Donc c'est pour ça que quand on dit le harcèlement scolaire, ça ne me concerne pas, c'est un petit peu risqué de dire ça, parce que ton enfant, soit il est harcelé, ce qu'on n'espère pas, soit il est en contact avec des personnes qui harcèlent, ou très probablement, parmi ses amis, il y a des enfants qui sont harcelés. Donc c'est hyper important de sensibiliser tout le monde, parce qu'on sait très bien que dans une classe, il y aura des enfants harcelés, c'est sûr, et donc que tout le monde sera en contact avec ces enfants harcelés, tout le monde va pouvoir voir et dire quelque chose s'il y a besoin. Il y a aussi 700 000 enfants qui sont harcelés officiellement, en France chaque année, donc c'est énorme. Là, on parle des cas déclarés, c'est ça? C'est les cas déclarés, tout à fait, et c'est des cas qui sont en augmentation. C'est-à-dire que ça, c'était les chiffres officiels, mais on sait déjà que cette année, il y aura plus de cas, puisqu'on voit les statistiques qui augmentent. C'est très aussi intéressant de voir que les chiffres filles-garçons ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas beaucoup de statistiques. Il y a eu quelques statistiques qui ont été faites par Le Monde récemment. Un journaliste qui a vraiment pris le temps de creuser et de voir si c'était la même chose pour les filles et les garçons. Et donc, malheureusement, c'est plus les filles qui semblent s'exprimer, en tout cas, en tant que personne harcelée, en tout cas le déclarer. Donc, c'est-à-dire que si tu sépares les chiffres filles-garçons, mais à prendre avec un peu de distance, parce qu'on ne sait pas si c'est parce que les personnes s'expriment plus ou si c'est parce qu'elles sont plus harcelées, tu vois. C'est un petit peu le même problème que les violences faites aux hommes dans la société. C'est que, alors, attention, je suis pas du tout en train de comparer les violences faites aux hommes ou faites aux femmes. Ce n'est pas mon propos. C'est juste pour dire que quand on est sociabilisé en tant qu'homme et avant ça en tant que garçon, quand on doit pas pleurer, quand on doit être fort, quand on doit prendre sur soi, c'est une démarche en effet qui peut être différente de reconnaître qu'on a subi des violences. En tout cas que ça fait pas partie de quelque chose de notre norme. Je précise par rapport à ton chiffre de 1 sur 10,
juste pour que notre auditoire ait bien conscience du sujet, il y a un petit peu plus de 12 millions d'enfants scolarisés en France. Ça fait donc 1 200 000 enfants qui seraient harcelés en France. C'est vraiment beaucoup, et comme tu dis, on connaît forcément un enfant qui subit ou a subi du harcèlement dans notre entourage, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'enfants aujourd'hui dans ce podcast, mais il ne faut pas oublier que ces enfants, ensuite, ils grandissent. Et que c'est ensuite des adolescents qui ont été harcelés, donc qui ont parfois, comme dans le cas de ma sœur, des difficultés à continuer leurs études. Parce qu'en fait, le harcèlement scolaire, ça te brutalise à un moment où tu es en train de construire ton identité, où tu n'as pas forcément les défenses pour arriver à comprendre ce qui se passe, savoir que c'est pas ton problème, que c'est pas toi la source du problème. Et donc, malheureusement, ces enfants harcelés, ils deviennent donc 1 200 000 adolescents harcelés et 1 200 000 adultes qui ont été harcelés. Et c'est extrêmement dur parce que je vois des fois des personnes qui viennent me parler en me disant moi j'étais harcelée à l'école et aujourd'hui en tant qu'adulte, quand je vais au travail, j'ai la boule au ventre en fait, parce que mes collègues ils vont faire des plaisanteries et en fait moi ce que ça me rappelle surtout c'est quand j'étais exclue du groupe, quand j'arrivais pas à avoir des amis, quand j'avais l'impression que je faisais pas partie de toutes ces personnes qui avaient l'air d'aller super bien, que moi j'y arrivais pas, que j'ai subi donc des difficultés à m'adapter, à continuer à aller en cours, des dépressions, des angoisses, des phobies. Il y a énormément en fait de signes post-traumatiques après un harcèlement scolaire qui reste si malheureusement on n'en parle pas ou on n'est pas accompagné. Complètement. Moi, tu vois, j'ai des choses, du coup, je vais raconter un peu mon histoire. J'ai des choses qui sont ressorties quand moi j'ai fait ma thérapie il y a quelques années. En tout cas, plutôt que j'ai compris. Puisque moi, en fait, si tu veux, quand j'étais au collège, j'ai été harcelé. Que je suis rentré au collège quand j'étais à 11 ans, j'étais de taille moyenne et gros. Et j'ai été harcelé par des camarades, j'ai été harcelé aussi par des profs. Je me rappelle très bien du prof de sport qui... quand on faisait notamment l'endurance, si tu veux, comme j'étais dans les plus lents et j'avais une condition physique en mousse, qui disait « Allez, on attend le petit gros », c'est-à-dire que t'avais toute la classe, qui me regardait courir, tu sais, sur les grandes pistes de 300 mètres, et qui disait « Allez, on attend le petit gros ». C'est hyper violent. C'est extrêmement violent. Même en parlant, là, si tu veux, c'est pas évident. Mais ce qu'il y a de dramatique, c'est qu'en plus, si tu veux, ça valide derrière le comportement. Tu vois, un adulte qui a une position d'autorité, ça valide le comportement auprès des enfants. Et du coup, les enfants qui m'ont harcelé à ce moment-là, je leur en veux même pas. Pour eux, en fait, c'est la norme qu'on leur disait. C'est comme ça qu'on s'adressait à un enfant de ma corpulence. Donc il y a eu ça. Et puis en fait, un jour, pour l'anecdote, je suis parti 2 semaines au Burkina Faso en voyage scolaire. Et il s'est passé un truc incroyable, c'est que, comme j'ai bu de l'eau là-bas, j'ai perdu 15 kilos. Et j'ai pris 8 cm. Un médecin m'expliquera plus tard que ça peut arriver qu'il y ait d'énormes poussées de croissance qui soient provoquées comme ça, avec changement de climat, d'environnement, ceci, cela. Je suis à 1m93 aujourd'hui, je suis assez grand. Et si tu veux, je suis parti moyen et gros, c'est assez flagrant sur les photos, et je suis revenu grand et maigre. Et ça a changé beaucoup de choses. Mais malheureusement aussi, je sais pas, 1 an après, quelque chose comme ça, je suis parti, j'étais en 4e, ouais, et 1 an après, l'année de la 3e, je suis moi-même devenu harceleur envers une personne grosse. Et je comprendrai quelques années plus tard en thérapie, et j'avais déjà compris pas mal de choses grâce à elle, que, en fait, ce qui s'est passé, moi, dans ma tête, si tu veux, de harceleur, c'est que elle vivait bien le fait d'être grosse, tu vois. Elle était bien. Et pour moi, c'était pas ok en fait. C'était pas ok que quelqu'un ne subisse pas les violences que moi j'avais subies. Je parle de ça, j'avais 14 ans. Il se trouve que on va aller au même lycée, elle et moi, que je vais arrêter bien sûr mon harcèlement d'une manière, je sais même pas pourquoi ni comment, et qu'on va discuter, et que elle, si tu veux, à 15 ans, elle était capable de me sortir « Mais tu sais, je t'en veux pas. Tu fais ça parce que t'es malheureux. » C'est beau. Et on est devenus amis. Depuis, elle s'appelle Aurore. C'est une meuf géniale. Bon, je l'ai pas vue depuis longtemps, mais voilà. Et tout ça pour dire pourquoi est-ce que je raconte cette histoire, parce que je pense pas que le harcèlement, ça soit juste une question de gentil et de méchant. C'est aussi une question de représentation sociale et aussi de ce qu'on retrouve dans les autres environnements, quoi. Et je pense que le harcèlement scolaire, ça vient aussi questionner la société, tu vois. Et c'est intéressant comme parallèle ce que tu fais de dire c'est l'environnement. Le problème et c'est pas la personne, parce que tu vois, moi aujourd'hui je vis au Danemark, et au Danemark à partir de 2 ans les enfants ont des cours d'empathie, c'est-à-dire qu'ils apprennent à faire attention les uns aux autres, et du coup c'est super mignon. Tu arrives à la crèche et les enfants s'aident mutuellement à mettre leur scratch, à dire t'arrives pas, c'est vrai que c'est difficile ton scratch, je vais t'aider, et ça donne un contexte finalement qui est beaucoup plus sain
Parce que plus tard, quand on leur apprend ce que c'est que le harcèlement scolaire, ils savent déjà que chacun fait attention aux autres, que le groupe prend soin de tout le monde. Et ça, c'est possible parce que dans cette culture danoise, le groupe fait attention à chaque individu. Tu vois. Et du coup, il y a des environnements qui sont un peu plus propices à, en tout cas, parler du harcèlement scolaire et limiter le harcèlement scolaire. Mais je pense que tu touches un point qui pour moi est essentiel, c'est aussi l'environnement scolaire. Comment est-ce qu'on pense l'école, quel est le rôle de l'école. Tu vois, tu parles du Danemark qui est un des pays où les enfants, enfin considéré comme le pays où les enfants sont le plus heureux au monde à l'école, tout en ayant d'excellents résultats dans les classements PISA. Et en France, tu veux, on est plutôt sur de la compétition, de la comparaison. Il faut se distinguer, il faut être au-dessus. Et c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes comportements que ça amène à la fin. Et donc cet environnement, en effet, il est essentiel. La compétition, c'est pas forcément une mauvaise chose si c'est bien encadré. Ça peut être bien d'avoir envie de se dépasser. On le voit dans le sport que parfois un peu de compétition, quand il y a par exemple quand on prépare un spectacle même tous ensemble et qu'après on fait le spectacle devant tout le monde et chacun essaye de faire de son mieux ou même une course. Enfin, ça peut être stimulant de la compétition, mais il faut vraiment faire attention à l'encadrement qui est derrière et surtout au message, comme tu le dis, des adultes envers les enfants. Et c'est vrai que c'est une grande frustration parce qu'il y a beaucoup de professeurs qui disent j'aimerais bien mettre un climat beaucoup plus bienveillant, mais je ne sais pas comment faire parce que j'ai pas été formée. Et de la même manière, c'est hyper important de voir que quand on est parent, la parentalité ça s'apprend aussi, c'est pas inné, et que des fois on est démunis face à ses propres enfants, face à leurs souffrances. Il y a énormément de parents qui m'écrivent en me disant je sais pas quoi faire parce que l'école me donne des retours, mais j'ai pas l'impression qu'ils comprennent vraiment ce qu'on est en train de vivre. En tout cas, je me sens pas entendue. Et quand je me tourne vers les associations, ils sont débordés parce qu'il y a énormément de situations, comme tu dis, 1 200 000 enfants qui sont harcelés officiellement. Ça veut dire que les parents, ils sont derrière, ils sont informés, ils essayent de faire de leur mieux. Mais c'est vrai que parfois, on est vraiment démunis face à ce sujet et que c'est hyper important finalement de sensibiliser ces enfants. Donc, s'ils vivent du harcèlement, mais aussi s'ils n'en vivent pas, pour qu'ils sachent comment réagir, pour savoir comment réagir en face de quelqu'un qui serait harcelé, leur ami, ou si eux-mêmes ils se sentent harceleurs, c'est hyper dur de savoir que t'es harceleur. Surtout quand tu le découvres, t'es perdu en fait. Tu te dis c'est moi le méchant, est-ce que c'est ma faute, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, pourquoi j'ai fait ça. Il y a des gens qui s'envolent. Et tu construis aussi ton identité autour de ça. Moi, tu vois, dans la période où c'est moi qui ai harcelé cette personne, je me rappelle aussi très bien des gens des camarades, ceux qui étaient autour, qui riaient des blagues et qui me poussaient à aller plus loin. T'as aussi cet effet-là. C'est que d'un côté, il n'y a plus aucune empathie pour la victime, et en plus, il y a cette espèce de mais jusqu'où est-ce qu'on peut aller, tu vois. Et là, on se parle d'enfants très jeunes, on se parle d'enfants de 12-13 ans, tu vois. Mais c'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier que le harcèlement scolaire, c'est une spirale. Il y a des éléments de psychologiques très forts, des mécanismes qui se mettent en place, et c'est pour ça que c'est impossible de sortir tout seul du harcèlement scolaire. En fait, on peut pas demander à un enfant arrête d'harceler ou arrête d'être harcelé, défends-toi, c'est maladroit. En fait, la seule manière de couper un harcèlement scolaire, c'est qu'un adulte intervienne, c'est que quelqu'un d'extérieur à la situation intervienne. Les personnes qui sont prises dans la spirale du harcèlement scolaire ne peuvent pas en sortir par elles-mêmes. C'est pas possible d'un point de vue mécanique, psychique. Donc ça, après, il faudrait plus demander à un psychologue d'expliquer pourquoi c'est pas possible. Mais en tout cas, ça a été montré que c'est pas les enfants eux-mêmes qui peuvent arrêter, en fait. C'est vraiment l'intervention soit du groupe, des autres enfants, ou d'un adulte. Et c'est pour ça que, à la source de ce sujet du harcèlement scolaire, ce qui est vraiment très important et qu'il faut rappeler et qu'il faut dire, c'est que à la base, si l'enfant ne parle pas de son harcèlement scolaire, il n'y a personne qui peut l'aider, le harcèlement scolaire, il va continuer. Donc finalement, s'il n'y a qu'une seule chose à faire autour de ce sujet en tant que parent, c'est vraiment de montrer à son enfant que si ça arrive, il faut qu'il parle. Parce que c'est la seule manière, finalement, à travers laquelle on peut aider son enfant. À partir du moment où il parle, on peut faire quelque chose. Il peut parler à une infirmière, il peut parler à un professeur, il y a des systèmes mis en place par le gouvernement, je ne sais pas s'ils fonctionnent ou s'ils ne fonctionnent pas, mais en tout cas, il faut vraiment que l'enfant il parle à un adulte. Et là, on peut faire quelque chose. Il ne faut pas oublier que des fois, on se dit l'enfant, on va voir s'il est harcelé parce qu'il va se renfermer, parce qu'il va avoir l'air plus triste. Mais en fait, les enfants, ils apprennent comme les adultes à pas perdre la face. Ils n'ont pas envie. Et ça se comprend. Personne n'a envie de dire à ses parents vous avez l'impression que je suis quelqu'un de super et en fait, en classe, je suis harcelée, on se moque de moi, j'ai pas d'amis. Qui a envie de dire ça à ses parents? Surtout à l'âge où on se construit, on a envie que ses parents soient fiers de nous.
Et donc c'est pour ça que moi je pense que c'est surtout en tant que parent à nous de faire le premier pas et de dire voilà, ce sujet ça existe et si tu es dans cette situation-là, tu peux m'en parler, peut-être que je pourrais t'aider, peut-être que je pourrais pas t'aider et qu'on ira ensemble chercher d'autres solutions, mais en tout cas c'est hyper important de s'exprimer. Tout à fait, je te rejoins à 1000%. C'est vraiment un point clé que l'enfant s'exprime. Et c'est aussi ce qui montre qu'il va être prêt à recevoir l'aide, tu vois, puisqu'il la demande. Je pense que ça peut être aussi... alors tu vas me dire par rapport à ton expérience et à tes connaissances ce qu'il en est, mais je pense que ça peut être aussi dévastateur de se dire qu'on va intervenir alors que l'enfant n'a rien demandé, tu vois, parce que ça va aussi le placer dans une forme de je ne suis même pas capable de. En fait, tu sais, ça me rappelle beaucoup le comportement du sauveur dans les comportements toxiques. Et ça paraît important d'avant de se dire je vais agir, de vraiment laisser toute la place à l'enfant de s'exprimer en amont. Parce que sinon, on risque malheureusement de taper à côté. Tu soulèves aussi un point qui à moi m'est cher, c'est dans les possibilités pour les parents d'agir, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus la possibilité en tant que parent de déscolariser l'enfant, notamment en cas de harcèlement scolaire, pour préserver sa santé, voire sa vie, dans les cas les plus graves. Aujourd'hui, c'est plus possible. On ne peut plus le faire librement. Donc je tiens juste à rappeler que dans les procédures qui ont été votées par la majorité présidentielle et le gouvernement, il faudrait que le ou la responsable d'établissement signe un papier indiquant qu'il ou elle n'est pas capable d'assurer la sécurité physique et psychologique de l'enfant au sein de son établissement. Autant vous dire que ça n'y arrivera jamais. Je ne vois pas quel chef d'établissement, sachant qu'ils sont en partie rémunérés sur leurs résultats, ira dire en fait non, je n'y arrive pas. Donc ça, c'est un point important. Et même si je pense que la première intention, c'est de régler les sujets au sein de l'école, je voulais juste ouvrir cette parenthèse pour parler de cette option qui n'existe plus. Mais concrètement, l'enfant parle, qu'est-ce qu'on peut faire ? L'enfant parle à un prof, l'enfant parle à un parent, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors déjà, ce qui est hyper important, c'est l'écoute. L'écoute, ça paraît évident, mais en fait, tu sais, quand tu es dans ton quotidien, c'est pas quelqu'un te parle et tu es là et t'écoutes. En fait, des fois, tu es en train de conduire, des fois, tu es en train de faire à manger, des fois, tu as des problèmes à ton travail, et on connaît les problèmes d'adultes, des fois, ça prend toute la place finalement dans la tête. Et donc, finalement, ce qui arrive très très fréquemment, c'est que l'enfant s'exprime à un moment où toi, tu n'es pas disponible pour l'écouter, et tu te dis, on en parlera plus tard. Ça, c'est vraiment quelque chose de très risqué. Parce qu'en fait, le moment où l'enfant s'exprime, il a toute la charge émotionnelle qu'il essaye de transmettre, c'est là où il est prêt. Et en fait, en tant qu'adulte, il faut vraiment se forcer, quand un enfant commence à aborder le sujet, à malheureusement laisser tomber la visio ou les choses qui étaient prévues à ce moment-là et vraiment prendre le temps de l'écouter, parce que parfois, il arrive qu'un enfant s'exprime une fois et il voit qu'on l'écoute pas et il s'exprime plus. Donc la première chose à faire, finalement, ça paraît évident, mais c'est pas si facile à faire dans nos quotidiens, c'est qu'au moment où l'enfant essaye de s'exprimer, même si c'est pas le moment, il faut s'arrêter et l'écouter. Et déjà rien que ça montre d'un point de vue très visuel à l'enfant que oui, il est important, et oui, s'il a quelque chose à dire, on l'écoute, et il peut continuer à s'exprimer. Et ça, c'est le point de départ. Après, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? L'idée, c'est pas de foncer à l'école et puis d'aller voir tous les responsables de l'établissement, de les agresser, tout ça. C'est vraiment d'essayer de comprendre déjà ce que ressent l'enfant et de quoi il a besoin. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des enfants parfois qui ont besoin plus d'aller voir un psychologue pour essayer de comprendre ce qui se passe avant d'être confrontés à l'établissement scolaire. Et même quand on va voir l'établissement scolaire, c'est assez différent quand on échange en tant que parent avec un professeur autour d'un sujet ou quand on convainc l'enfant qui est harceleur, parce qu'une confrontation, c'est extrêmement brutal. Il faut vraiment être prudent. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution pour toutes les situations. Le mieux, c'est d'être accompagné par une association qui a l'habitude. Donc j'ai échangé avec beaucoup d'associations qui travaillent sur le harcèlement scolaire, de gens qui sont vraiment convaincus et surtout qui ont l'expérience, qui vont pouvoir te dire la situation que tu vis en tant que parent, t'as telle et telle personne qui l'ont vécu avant. Déjà, vous pouvez échanger pour savoir comment ça s'est passé pour eux. Voilà ce qu'ils ont fait. Ça a marché de telle manière. Pour ton enfant, ça sera peut-être un peu différent, mais voilà à quoi tu peux te préparer. Et voilà tes possibilités. Parce que la possibilité, c'est pas simplement d'aller voir le professeur qui est parfois aussi démuni que le parent, en fait. C'est de savoir que il existe des choses qui ont été mises en place. Parfois, c'est récent. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place cette année. Donc, tu vois, on est en 2022. Bon, il était temps. Mais il y a des dispositifs qui fonctionnent déjà bien. Il y en a d'autres,
ils sont censés fonctionner, mais en fait, de retour d'expérience, j'ai l'impression que c'est pas encore tout à fait au point, mais bon, il y a l'idée. Et puis, le plus important, c'est de continuer à montrer à son enfant qu'on est là pour lui, en fait. Que même si ça fonctionne pas dès le départ, parce que des fois c'est le cas, il faut pas se démotiver et on va trouver des solutions. Parce que comme tu le dis, l'enfant, il est obligé de retourner en cours avec les mêmes personnes. Et finalement, c'est pas simplement sa sécurité affective, c'est aussi qu'il à l'école pour apprendre. Si c'est une situation qui perdure sur 6 mois, ben c'est 6 mois de scolarité où il peut pas se concentrer en classe et on le comprend. Donc voilà, donc c'est hyper important de voir ce qu'on peut mettre en place pour son enfant. S'il n'arrive pas à suivre en cours, par exemple, ben, peut-être de prévoir des cours particuliers ou de voir avec lui ce qui le stresse. S'il y a des angoisses que l'enfant n'arrive pas à les exprimer, souvent ben, il a des marques, il a des boutons, où il peut commencer à se mordre les doigts, se ronger les ongles. Enfin, c'est des signes auxquels il faut être très attentif. Et comme on n'est pas préparé en tant que parent, on peut en parler avec un psychologue, par exemple. Et ensuite, on trouve les bons mots. Tu parles d'associations, est-ce que tu as des noms à nous donner pour les parents qui nous écoutent? Alors bien sûr, alors il y a une association que j'aime beaucoup parce que je trouve que ce qu'ils font c'est extraordinaire, c'est l'association Les Outsiders à Toulouse, qui sont en fait une équipe, bon ils sont une cinquantaine de personnes, mais ils sont extrêmement convaincus, ils font beaucoup de terrain, donc ils vont beaucoup dans les classes, genre 5, 6, 7 fois par semaine, ils sont dans les classes à faire de la prévention, et surtout ils animent beaucoup d'échanges avec les parents et avec les enfants. Et donc, je trouve que leur attitude est très très bienveillante parce que chaque cas pour eux est extrêmement important. Et aussi parce qu'ils sont bien organisés, donc on se sent en confiance. Après, il y a d'autres associations que j'ai pu voir, par exemple des associations à Paris ou un peu partout en France. Je pense que c'est bien d'être en contact avec des associations qui sont près de chez soi, parce que du coup on peut voir les personnes physiquement, c'est hyper important. Mais c'est vrai que y a des associations où il y a des gens qui sont très convaincus, mais qui sont des nouvelles associations où ils n'ont pas encore trop d'expérience, et d'autres qui sont beaucoup plus établis. Donc après c'est à chacun de voir quelles sont les réponses, mais il arrive que des parents qui se retrouvent un peu en errance, c'est-à-dire qu'ils vont d'une association à l'autre, parce que malheureusement on n'a pas de visibilité en fait. Tu vas dire, tu tapes association harcèlement scolaire sur Google et tu vois qu'il y en a genre 5000. Et alors, toi, tu vas où? Enfin, c'est pas clair. Mais voilà, il y a cette association à Toulouse qui est vraiment bien et qui, des fois, oriente les gens vers d'autres associations qu'ils connaissent personnellement. Et je trouve que c'est un bon point de départ. Donc les Outsiders à Toulouse. Et donc il n'y a pas de site du gouvernement qui recense les associations avec une carte du territoire. Il y a un site du gouvernement. Je ne l'ai jamais utilisé personnellement. Je sais qu'ils ont le programme phare en ce moment où ils recensent donc tout le matériel pédagogique qu'on peut utiliser pour parler de harcèlement scolaire à ses enfants. Donc qui est utilisé parfois en classe par des professeurs qui veulent vraiment donc avancer sur ce sujet, mais aussi par des chefs d'établissement donc qui ont envie de mettre en place quelque chose pour leur établissement ou par des parents. L'équipe qui travaille sur ce projet phare, qui est un dispositif qui est assez nouveau finalement, moi je la trouve vraiment bien. J'ai échangé avec eux directement plusieurs fois parce que j'ai ce projet de sensibilisation au harcèlement scolaire à travers un livre. Donc j'ai pas mal discuté avec eux de comment est-ce qu'on peut aider à apporter cette ressource aux parents, aux enseignants qui en ont besoin. Et c'est vrai qu'au-delà du fait qu'ils travaillent pour le gouvernement, chaque personne qui est dans cette équipe a aussi une expérience personnelle. Pas forcément d'être un enfant harcelé, mais en tout cas d'avoir vu du harcèlement ou d'être convaincu sur le fait qu'il faut agir. Et du coup, le travail qu'ils font, qui est un travail de fond, est vraiment bien. Ça prend un peu de temps pour se mettre en place, mais ce programme phare, je pense, aidera à avoir des résultats sur le long terme. Ok. Et justement, tu parles de résultats. Est-ce qu'on peut juste se parler des conséquences du harcèlement scolaire et comment est-ce qu'on peut aussi peut-être le détecter? Tu parlais de boutons, de comportements un petit peu qui pourraient paraître comme des tocs chez les enfants. Mais du coup, c'est quoi les conséquences du harcèlement? Alors, il y a des conséquences à court terme, c'est-à-dire que l'enfant développe des phobies, des cauchemars, des angoisses, ce qui est normal. Enfin, c'est un harcèlement jour et nuit, forcément, à un moment où tu n'es pas encore construit. Enfin, c'est logique, mais le problème, en fait, c'est souvent quand ça dure. C'est-à-dire quand l'enfant essaye de s'en sortir et qu'il voit que ça marche pas, c'est là où, en fait, finalement, il commence à être vraiment attaqué dans son identité, à s'identifier comme personne qui est, du coup, harcelée, et à se mettre dans cette position de l'enfant qui est harcelé, c'est-à-dire à arrêter de s'épanouir. Et là, c'est vraiment problématique. Et en général, il y a des enfants qui sont un peu plus aptes à s'exprimer et d'autres qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, qui ne trouvent pas les mots. Et s'ils n'arrivent pas à s'exprimer, souvent c'est le corps qui prend le relais.
comme dans plein d'autres situations, hein. Et donc, c'est des difficultés à manger, à dormir, des problèmes physiques qui sont pas forcément que des problèmes de peau, hein, parce que souvent, ce qu'on voit en premier, c'est des petits boutons, mais il y a aussi des enfants donc, qui ont de l'asthme tout d'un coup. Enfin, tu vois, et on n'arrive pas vraiment à expliquer pourquoi ils développent de l'asthme, mais en fait, au moment où le harcèlement scolaire commence, il y a aussi ces symptômes physiques qui arrivent, et des fois, c'est parce que justement, ça arrive au cours de sport, ou ils ont l'impression d'être privés d'air, et donc physiquement, ils se sentent aussi privés d'air. Il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place, c'est différent pour chaque enfant. Tu parlais du cours de sport. J'ai connu une personne qui en effet s'était fait dispenser de cours de sport pendant longtemps. Pour une raison très simple et dramatique à la fois, c'est que son corps s'est développé. C'est une femme, pardon. Son corps s'est développé très jeune et elle s'est pris tellement de remarques sur sa poitrine. Tu vois, mais très jeune, c'était juste à l'entrée du collège. C'est-à-dire que moi j'étais le gros, tu vois, et elle c'était et même le prof, quoi. Enfin, de toute façon c'était le même prof. Mais voilà, on se prenait ça, hein, et elle se prenait des remarques, et ça a fini qu'au bout de 3-4 mois en fait, elle s'est fait dispenser à l'année, quoi. Tu vois. Et alors qu'à côté de ça, elle adorait faire du sport, si tu veux, mais à l'école elle ne pouvait plus en faire. Et je pense un petit peu à ton livre, forcément. Je pense un petit peu au parcours de ta sœur. Avant de revenir dessus pour parler des conséquences à plus long terme, je voudrais juste dire à notre auditoire que si vous voulez réagir, si vous voulez peut-être donner vos astuces de parents, si c'est une situation que vous connaissez, que vous avez connue, si vous avez des astuces à donner, si vous avez des questions à poser, si vous voulez réagir sur ce sujet, vous pouvez passer par le site SpeakPipe que je vous mets en description de ce podcast pour laisser un audio auquel que je pourrais diffuser dans le podcast pour aider les gens. Si vous avez des questions, peut-être pour y répondre. Voilà, n'hésitez pas surtout à le faire. Et concernant les conséquences à long terme, c'est là où je pense forcément à ton livre, Louise, puisque toi, ta sœur s'est donné la mort des années après. Exactement. C'est ce qui est en fait extrêmement violent pour moi et ma famille, et c'est pour ça que j'ai eu envie d'agir, parce qu'en général, les familles qui sont endeuillées ne parlent pas. Alors, la grande majorité des familles endeuillées ne parlent pas, parce que finalement, c'est un sujet qui fait peur aux gens, qu'on n'a pas envie d'être exclu, et aussi parce que on se sent jugé en tant qu'entourage d'une personne qui était harcelée, de se dire, ma sœur, par exemple, elle a été harcelée pendant 7 années, et je l'ai jamais vue. Tu te sens tellement démuni et idiot, tu vois, de te dire c'était sous mes yeux et je l'ai pas vu, que t'as pas envie en plus que les gens que tu ne connais pas viennent te juger là-dessus. Mais c'est vrai que je me suis assez vite rendu compte que finalement le suicide des jeunes c'est un tabou, mais c'est aussi l'une des premières causes de mortalité des jeunes, que malheureusement ma sœur est décédée à 21 ans, et il y a énormément d'enfants qui décèdent à 21 ans volontairement, donc par suicide, et que si on n'en parle pas, les choses ne changent pas. C'est-à-dire que on n'avait jamais parlé du sujet. Je pensais même pas que c'était possible que quelqu'un de mon entourage qui avait l'air d'aller bien se suicide un jour. Enfin, vraiment. Enfin, ça n'avait aucun sens pour moi. C'est un événement qui a mis beaucoup de temps à être accepté de ma part, parce que c'était tellement décorrélé de ma réalité. Jamais on m'avait parlé de ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est extrêmement tabou en France. Et c'est vrai qu'en tant que parent, on va avoir le réflexe de dire à ses enfants, tu vas faire de la moto, tu mets ton casque. C'est évident, tu vois, on va protéger ses enfants. Mais d'un risque qui finalement arrive à énormément d'autres enfants, c'est un risque qui fait tellement peur, c'est un sujet qui effraie, on ne sait pas vraiment quoi faire, et du coup, c'est un sujet qu'on ne va jamais aborder et duquel on ne va pas se méfier. Et finalement, le fait de ne pas en parler, ça contribue finalement à laisser cette situation où les enfants sont en danger. Et donc, c'est un peu ma démarche de dire, voilà, ma sœur, elle a été harcelée, on ne l'a pas vue. C'était un enfant qui avait l'air très épanoui. C'était une jeune fille qui faisait beaucoup de sport, qui avait des amis, qui sortait le samedi soir avec ses amis, qui donc était invitée à des fêtes, qui avait une meilleure amie, un meilleur ami, qui aimait bien aller faire des pique-niques, organiser des choses à la maison. Enfin, c'est pas le profil en fait. On a parlé un peu plus tôt du profil où l'enfant a des boutons, se renferme, tout ça, mais finalement, un enfant qui a des très bonnes notes, c'est aussi un signe de harcèlement scolaire, mais on le sait pas. Parce que c'est valorisé d'avoir des bonnes notes. On va pas se dire elle a peur d'avoir des mauvaises notes parce qu'elle a peur d'être jugée par les autres, parce qu'elle a peur d'être rejetée, parce qu'elle a peur de
de pas être assez bien. Et ça arrive extrêmement souvent en fait que des enfants me disent moi j'ai des très bonnes notes, mais en fait c'est surtout parce que j'ai peur que les autres se moquent de moi à chaque fois que je vais mettre une réponse fausse. Donc en fait je me force à bosser, et ça veut pas dire qu'il n'y a pas la détresse derrière. Et donc c'est pour ça que j'ai fait cette démarche de sortir ce projet de livre, qui finalement pas un livre que j'ai écrit moi-même, mais un livre qui a été fait à partir de tous les documents de ma sœur, donc son journal intime en fait, où elle raconte elle-même comment le harcèlement scolaire a commencé, et surtout comment ça a évolué et pourquoi elle n'en a pas parlé et pourquoi elle en est arrivée là à 21 ans, donc des années après que le harcèlement scolaire soit terminé. Et alors j'ai eu le plaisir de lire ton livre. En effet, c'est très intéressant de voir que c'est vraiment basé sur des traces qu'a laissé ta sœur pour remonter tout le cheminement et la souffrance qu'elle a connue. Je précise aussi une chose, c'est qu'on parlait de l'environnement scolaire tout à l'heure, tu vois, les notes, c'est quand même un sujet aussi qui pourrait être réfléchi à l'éducation nationale. Vous, en plus, vous étiez quand même issu d'un milieu assez privilégié, quoi. Moi, ce que je comprends, c'est que ta sœur, elle avait tout pour être heureuse, si tu veux, quand on regarde un petit peu l'image idyllique qu'on se fait. Elle vient d'une famille aisée, elle a des amis, elle sort, les notes, ça va, tout va bien, quoi. Moi, je trouve ça un peu dangereux de dire t'as tout pour être heureux, parce qu'en fait, on a tous tout pour être heureux, et ça culpabilise en fait les gens de se dire, avec ce qui se passe en Ukraine, par exemple, est-ce que j'ai le droit de me plaindre de mon harcèlement scolaire? Donc, c'est un sujet, enfin, c'est une phrase que j'entends des fois et qui me fait toujours un petit peu réagir. Mais c'est vrai que j'ai pas partagé le contexte, et je pense que c'est effectivement important de dire qu'on était des enfants extrêmement désirés. D'ailleurs, on est né in vitro, donc mes parents m'ont vraiment voulu. Il y avait tout ce qui passe quand tu as des difficultés à avoir des enfants, les piqûres, les rendez-vous chez les médecins. Ça a duré des années pour que mes parents aient des enfants. Ils étaient super heureux de réussir à avoir des enfants, en plus 3. On était proches en âge, donc forcément on jouait tout le temps ensemble. On avait une maison avec un beau jardin, des arbres fruitiers, on avait un verger. C'est vraiment en fait ce qu'on souhaite offrir à ses enfants finalement. Une enfance tranquille, dans la nature mais près de la ville, avec des amis bienveillants autour, des voisins sympas qui font le barbecue. Enfin, effectivement, quand tu vois les choses de l'extérieur et même de l'intérieur, on était super heureux. Mais c'est pas parce que t'es super heureux et bien intégré à ta famille que tu vas pas être victime de harcèlement scolaire au moment où ça arrive en fait. Et ce qui est assez dur, c'est que finalement, elle a eu l'impression, pour nous protéger, parce qu'elle nous aimait finalement, que c'était mieux de pas partager cette souffrance-là. De pas dire en fait, voilà ce qui se passe à l'école, c'est très dur, mais plutôt d'essayer de se dire, quand je suis dans ma famille, c'est ma bulle où je suis bien, c'est le seul moment finalement où je peux respirer, et donc j'ai pas envie de gâcher ça, entre guillemets, en faisant porter un poids où je sais que mes parents et mes sœurs ne pourront pas m'aider parce qu'ils sont pas formés à le faire. Ce qui est intelligent et dramatique en même temps, de se dire je vais chercher de l'aide à l'extérieur. Parce qu'il faut voir que le parcours qu'a eu ma sœur, qui était assez récent finalement, c'est pas le parcours d'un enfant qui ne parle pas. C'est le parcours d'un enfant qui va voir l'infirmière, qui va voir les professeurs en disant voilà, il y a ce problème, je suis harcelée, qu'est-ce qu'on fait? Qui va voir ensuite des centres médicalisés spécialisés, qui va voir des psychologues toutes les semaines en leur disant je suis harcelée, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, elle a vraiment tapé à toutes les portes. Elle a écrit au gouvernement en leur disant voilà ce qui se passe dans ma classe, je souffre, ça fait 6 ans, j'ai fait tant de tentatives de suicide avant, je me mutile, il y a d'autres enfants comme moi, est-ce que je peux pas les aider? C'est vraiment quelqu'un qui a été vraiment très actif à essayer de dénoncer ce qui se passait parce qu'elle voyait qu'elle n'était pas la seule, mais malheureusement qui a fait ce choix assez terrible finalement de se dire je ne veux pas en parler à mes proches parce que ça va les stresser, ça va les inquiéter. Mes parents, s'ils voient que je suis dans telle détresse, ils vont se sentir mal, mais ils sont pas en capacité de m'apporter l'aide dont j'ai besoin parce que ils sont pas formés pour ça. Je vais aller voir les professionnels. Et c'est ça qui est dur en fait, c'est de se dire que en tant que famille, on aurait peut-être pu faire quelque chose, mais on n'a pas eu la chance finalement de pouvoir essayer d'agir. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, même dans les familles très heureuses, où tout a l'air d'aller bien, si tu parles pas du harcèlement scolaire, tu peux pas savoir si ton enfant est concerné ou non. Il y aura jamais de vrais signes pour te le dire. Et alors là, du coup, me vient une question de parents, qui est de me dire, mais est-ce qu'avec tout ça, je vais pas nourrir une espèce d'immense anxiété parce que je vais me dire en permanence est-ce que mon enfant est harcelé et que je risque de ne pas le voir et que ça risque de lui pourrir la vie. Tu sais, tous les enfants qui se suicident ou les adolescents qui se suicident, ça laisse derrière des parents qui sont démunis, qui se disent est-ce que j'ai pas raté un signe? Et ça, c'est un risque qui arrive sur tout le monde. Et c'est pour ça qu'on n'en parle pas et que ça fait peur, parce qu'on sait qu'on est tous potentiellement victimes de ce risque en fait. Potentiellement ça peut t'arriver demain, comme potentiellement tu peux te prendre une voiture en traversant la route, comme potentiellement tu peux avoir une maladie, un cancer. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, mais une réaction responsable de parents, je trouve, c'est de se dire ce risque existe.
Je vais essayer de m'en prévenir en communiquant. Je vais communiquer de la manière dont je peux. Tu sais, moi, quand j'en parle à mes enfants, c'est dur aussi pour moi, tu vois. Je leur dis, ben voilà, vous aviez une tante, elle est décédée. Je leur dis pas qu'elle s'est suicidée. Je leur dis qu'elle avait une maladie du cerveau qu'on ne savait pas très bien soigner, donc une dépression. Mais dépression, ça veut rien dire pour les enfants. Qu'elle a subi donc ce harcèlement scolaire à l'école, que c'est pour ça que c'est important dès que ça commence d'en parler. Et voilà. Et des fois, mes mots sont maladroits. Parce que je suis comme tout le monde, un parent qui essaye de faire de son mieux. Mais je trouve que des fois, ouvrir le dialogue, ne serait-ce que faire le premier pas vers ses enfants, ça leur donne une chance, si jamais ils sont en difficulté pour ce sujet ou pour un autre, de savoir que ils peuvent en parler à leurs parents. Tout simplement, je pense, c'est un risque de se dire, s'il y a un problème, mon enfant m'en parlera. Parce que pour l'enfant, il y a tellement de déstress déjà d'aborder un sujet où on se dit je me sens mal et quand est-ce que j'en parle et comment mes parents vont réagir, que si en plus t'attends que ce soit eux qui fassent le premier pas, c'est une marche en plus à gravir. Moi, tu vois, je me demande si, là en t'écoutant parler et avec la vision que j'ai de l'enfant, de l'enfance, je me dis aussi que ça pourrait être intéressant, sans faire reposer le poids sur les épaules de ses enfants, mais tu vois, peut-être de temps en temps, quand on rentre du travail, de dire, tu vois, de parler un petit peu de ses journées avec ses enfants, et alors en choisissant bien ses mots, là je dis ça un peu à brûle-pourpoint, donc ça vaudra ce que ça vaut, mais tu vois, peut-être de dire... comment ça s'est passé toi à l'école, mais souvent les enfants en plus ils répondent pas tout de suite, faut un peu les chauffer, et puis dire écoute, moi au travail je passais une chouette journée, je suis content de ce que j'ai fait, par contre c'est vrai qu'il y a tel collègue, des fois il fait des remarques qui me plaisent pas, donc ça fait du bien de pouvoir en parler ici, tu vois, peut-être un petit peu aussi faire valeur d'exemple, encore une fois en mesurant le propos pour pas faire reposer le poids de ressentiment à nos enfants, mais juste pour leur montrer en fait, tu vois, par l'exemple, parce que nos enfants deviennent aussi tels qu'ils nous voient. Et c'est vrai que s'ils nous voient jamais livrer de difficultés, il n'y a pas de raison qu'ils le fassent plus que nous, tu vois. Mais l'exemple, c'est extrêmement puissant. Et d'ailleurs, ça me fait penser que mes parents, quand on était jeunes, nous demandaient toujours comment ça s'est passé à l'école. On leur disait toujours soit rien, soit bien. Mais c'était pas plus développé que ça et ça m'a pas aidé à détecter quelque chose. Mais c'est vrai qu'avec mes enfants, moi, ce que je fais, c'est la même démarche que toi. C'est-à-dire que je sais pas forcément leur dire j'ai eu des difficultés. Mais quand je leur demande comment ça s'est passé ta journée et qu'ils me disent pas grand-chose, je leur dis est-ce que tu veux savoir ce que moi j'ai fait aujourd'hui? Et en général, ils sont hyper curieux de savoir. Et je leur dis ce que j'ai mangé, parce qu'ils sont petits. Donc je leur dis où je suis allée, si j'ai télétravaillé ou si j'étais au bureau, quel est le prénom des gens avec qui j'ai travaillé. Et juste de voir que je leur raconte des trucs, des fois ça leur donne envie aussi de dire ouais, moi j'ai fait ça, c'était cool aussi. Et c'est bien, ça commence un dialogue en tout cas. On oublie en tant que parent qu'on peut aussi s'exprimer sur ce qu'on a fait et que ça intéresse nos enfants. Mais c'est ça, c'est quelque chose qu'on oublie régulièrement, et que montrer aussi qu'on peut avoir des difficultés, je pense que ça ouvre la porte à l'enfant de se dire je peux moi aussi exprimer mes difficultés, et aussi bien sûr nos réussites, attention, je pense que de toute façon raconter sa journée à l'enfant pour que lui aussi nous raconte la sienne, c'est de toute façon cette valeur d'exemple elle marche dans ce sens-là aussi, pour les choses qui sont agréables comme désagréables. Je pense que c'est très très chouette d'avoir cet exemple-là, et je pense que c'est une piste pour transmettre à nos enfants une manière de communiquer sur écoute, j'ai vécu ça, c'était agréable, et j'ai vécu ça, c'était désagréable. Et de normaliser un peu tout ça, quoi. Mettre des mots sur ses émotions, c'est très fort, je trouve. De dire à ses enfants, là, je me sens triste, ou là, je me sens en colère, ou là, je suis hyper déçue parce que j'espérais ça et que ça n'allait pas arriver, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant. Après, moi, d'un point de vue personnel, j'essaye de pas communiquer sur mes difficultés. Par exemple, s'il y a des problèmes au travail, j'ai l'impression que mes enfants vont avoir tendance à vraiment en faire une montagne dans leur tête. Et du coup, j'ai pas envie qu'ils se sentent dans un cadre où ils sont pas en sécurité. Donc je vais pas forcément communiquer sur des problèmes entre guillemets d'adultes, mais par contre je vais communiquer sur mes émotions en leur disant j'ai eu ce problème là au travail, c'était un peu frustrant et du coup j'étais un peu grognon et voilà ce que j'ai fait ensuite et là je me sens mieux. Oui, tout à fait. Mais c'est ça, c'est ouvrir la porte par exemple à dire on peut parler de ce qu'on a ressenti, de ce qui s'est passé pendant sa journée. Je pense que c'est important, et comme tu le soulignes en effet, sans faire reposer, parce que les enfants peuvent en effet sans commune mesure projeter des choses incroyables. Par exemple, si t'arrives et que tu dis, imaginons moi, si je dis là tu vois ma chérie, je suis triste parce que j'avais un contrat de sponsoring sur le podcast qui m'intéressait et puis j'ai pas réussi à le signer.
Elle va peut-être se dire qu'on va pas pouvoir manger pendant toute l'année. Tu vois. Oui, Donc, voilà, il faut faire attention à ce que les enfants interprètent, surtout dans nos concerts. Enfin, les enfants voient bien qu'on est dans un contexte d'incertitude en ce moment. Enfin, ils voient les infos, ils voient comment on réagit, comment. Des fois, on parle entre adultes et on dit ah oui, ce qui se passe en Ukraine, et puis ils sont autour et puis ils entendent et puis ça peut être un peu difficile. Donc c'est vrai que c'est important aussi de leur montrer qu'ils sont dans un cadre, en tout cas relativement rassurant, où ils sont relativement protégés. Mais comme tu le dis, faut trouver l'équilibre. Mais déjà, de communiquer, c'est bien. mais c'est une vraie difficulté. Nous, on a eu un bel exercice de style cet été, puisqu'on habite en Gironde, et il y a eu des incendies. Et on n'était pas super loin. On en sentait bien la fumée et tout. Et en fait, mais on n'était pas menacés, si tu veux. Donc c'est vrai que c'était un exercice de style de parler de ça sans dire qu'il fallait s'inquiéter. Enfin voilà. C'était vraiment quelque chose d'intéressant. Je trouve que là, on a une bonne piste, en tout cas, pour faire ça. Et je pense aussi qu'un moyen intéressant pour ne pas tomber dans l'anxiété permanente vis-à-vis du harcèlement scolaire, c'est aussi, dans la mesure du possible, bien sûr, de s'impliquer dans la vie scolaire, d'avoir conscience de ce qui s'y passe, de comment ça s'y passe, et de savoir qu'on a un interlocuteur ou une interlocutrice connue et fiable. C'est vrai que c'est une bonne idée. Avant de terminer, je voudrais juste conseiller aux gens de lire ton livre. Pas tout simplement. À l'origine, l'idée, c'était pas de publier un livre. À l'origine, je parlais autour de moi à d'autres parents, puisque moi-même, je suis maman, du fait que j'avais retrouvé les journaux intimes de ma sœur et que ça m'avait permis de comprendre, puisque c'est quelque chose qu'on a immensément envie de comprendre, en fait, pourquoi ce geste, quand tout va bien et après coup. Et donc, ça m'avait permis de comprendre ce que vit un enfant qui vit le harcèlement scolaire en temps réel, puisque quand tu écris dans ton journal intime, tu écris au fur et à mesure ce qui se passe. Et ça m'a permis de comprendre comment ça s'est mis en place à l'entrée en 6e, pourquoi ça a continué malgré ces appels à l'aide, et surtout, qu'est-ce qui s'est passé ensuite. Enfin, une fois que tu es adulte, que tu commences à avoir des psychologues à comprendre avec des mots d'adultes ce qui t'est arrivé, pourquoi elle n'a pas réussi à se remettre et qu'est-ce qui a pas marché en fait. Et les parents qui étaient autour de moi me disaient moi ça me stresse ce sujet parce que justement le harcèlement scolaire je me sens démunie. J'aimerais bien aussi, si tu es d'accord, lire aussi ces textes et comprendre en fait ce qui se passe. Et donc voilà, donc le bouche à oreille a fait qu'il y a énormément de parents qui m'ont contacté en me disant est-ce que tu voudrais pas partager parce que nous ça nous aide. Et surtout il y a une maman qui m'a dit moi à table j'ai fait lire à mon enfant un extrait en fait de ce carnet. Je lui ai dit voilà c'est une fille, elle a écrit ça à peu près au même âge que toi. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te fait penser à une situation que t'as vécue ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose que t'as jamais expérimenté toi-même? Et en fait elle m'a dit c'était une bonne manière d'ouvrir le dialogue parce que quand je dis à mes enfants à table alors le harcèlement scolaire, je me sens un peu comme la grosse relou de service, alors que quand je leur montre quelque chose de concret, je leur dis c'est un enfant qui était comme toi, il a vécu ça, voilà ce qu'elle a dit, comment tu réagis par rapport à ça, c'était vachement plus léger en fait comme manière d'aborder le sujet et ça m'a permis ensuite d'avoir une vraie discussion. Alors pas à table, mais quelques jours après, l'enfant en a parlé, on a pu discuter, on a pu avancer ensemble. Et elle m'a dit, c'était pas mal en fait d'avoir un support, un point de départ. Et donc en entendant ça, en fait, je me suis dit, je vais prendre tous ces journaux intimes et puis je vais en faire quelque chose. Et ça, en fait, ça n'a pas marché parce qu'en fait, ce qui manquait, c'était l'autre voie. C'est d'expliquer qui j'étais par rapport à ce sujet-là, comment moi ça m'avait affecté, d'où venaient ces textes, où je les avais trouvés, puisque en fait quand tu vis dans un appartement donc d'une personne qui est décédée, tu retrouves plein de textes, mais il fallait aussi expliquer qu'il y avait une enquête policière qui avait été faite, partager les résultats de l'enquête policière et puis surtout expliquer que moi j'étais à Singapour à ce moment-là, que quand tu as de la distance dans une famille, au moment où tu te vois, tu es hyper proche et tu partages plus que dans le quotidien, mais il y a aussi des moments où tu te vois pas. Et donc, comment on fait en fait pour enquêter sur un harcèlement scolaire qui est terminé quand tu es à 10 000 km? C'est pas évident, tu vois. Et donc aussi de partager un peu le quotidien d'une grande sœur qui vit à Singapour parce que ça apporte aussi un petit peu plus de lumière en fait, de raconter. Donc du coup, j'ai raconté où j'étais au moment où j'ai fait cette enquête. Et du coup, c'est un petit peu plus exotique. En fait, ça permet de décrire aussi comment c'est Singapour, où est-ce qu'on peut aller, tout ça. Et c'est vrai que comme c'est un sujet un petit peu lourd, ça équilibre de mettre un petit peu d'espoir en fait. De montrer qu'après la vie ça continue et qu'on peut se reconstruire, avoir des enfants, une famille et continuer à vivre après un drame qui est comme celui-là. Parce que malheureusement il y a beaucoup d'enfants qui se disent que s'ils ont perdu un frère ou une sœur, et ça arrive très fréquemment, qu'ils s'en remettront jamais. Ce qui n'est pas le cas. Et sans spoiler le livre, il y a aussi une partie qui est un petit peu romancée, qui fait qu'il se passe des choses auxquelles on ne s'attend pas, qui ouvre l'espoir, comme exactement, c'est un thriller en fait. Moi je l'ai écrit comme un thriller parce que ma sœur rêvait d'être romancière, que ce qui m'a énormément frustrée, au-delà du fait qu'elle n'a pas pu continuer sa vie, c'est de me dire que son grand rêve de sa vie,
elle ne pourrait jamais avoir l'occasion de l'accomplir. Et donc finalement, j'utilisais ces textes pour faire un roman donc, qui va être publié en librairie, à Fnac Cultura et tout ça, par HarperCollins, qui m'a accompagnée sur ce sujet-là, qui est aussi très investi sur le harcèlement scolaire. C'est de me dire, en fait, j'ai pas envie de faire un livre de témoignages, je vais faire un thriller où je vais raconter notre vraie enquête, l'enquête qu'on a vraiment menée, en mettant les vrais lieux, tout ça. J'ai juste changé les prénoms, puisque c'est des vraies personnes, donc on ne pouvait pas les mettre, mais de raconter la vraie enquête qu'on a vécue et de faire ça sous format roman policier, puisque finalement c'est une enquête policière, et d'intercaler les journaux intimes, donc les vrais journaux intimes qui ne sont pas modifiés, entre cette enquête policière pour qu'on comprenne en fait ce qui se passe sans que ça soit désagréable à lire, puisque c'est vrai que quand tu rentres du boulot, t'as pas envie de lire un témoignage hyper déprimant d'une personne, mais par contre une enquête policière qui s'est vraiment passée avec des vrais textes entre Toulouse et Singapour, c'est un peu plus attrayant. Et en même temps, ça te donne des clés pour avancer toi-même sur ces sujets-là, qui sont des sujets importants. C'est vrai il y a le côté thriller, moi, qui m'a beaucoup tenu aussi, parce que c'est un style que j'affectionne particulièrement. Mais il y a aussi ce côté très... tu vois, on est beaucoup, comme tu le dis, de ton point de vue, dans ta réflexion à toi, de ton vécu à toi, de personnes qui survivent, en fait, à ces événements-là. Et c'est vraiment très prenant, très intéressant. Je conseille aux gens de l'acheter quand il sortira, puisqu'il est pas encore sorti dans toutes les librairies. Tu vas être surpris, mais en fait, il est adapté en pièce de théâtre. Et ils font la première donc, dans un mois. Et l'idée, c'est de passer dans des écoles. Donc en fait, tu as une troupe de théâtre qui a récupéré donc, le manuscrit qui n'était même pas encore imprimé, qui en a fait une pièce de théâtre et qui passe dans des collèges et des lycées pour présenter ça sous format de pièce de théâtre et ensuite animer 1 heure de débat avec les enfants pour leur dire et vous, est-ce que vous avez vécu ce harcèlement scolaire? Et du coup, je suis hyper curieuse parce qu'en fait, ces textes de journaux intimes et cette enquête, ils l'ont mis donc sous format théâtre mais sous format dansé aussi. Ils en ont fait un projet artistique finalement pour montrer que sous le support de l'art, on peut parler de ce sujet d'une manière un peu plus légère et surtout on peut amener des enfants à échanger et discuter autour du harcèlement scolaire et autour de tout ce qui est difficultés psychologiques qu'on peut avoir derrière aussi. On enregistre cet épisode le mercredi 28 septembre, donc vu qu'il sortira fin octobre, je peux me permettre de dire qu'au moment où vous l'écoutez, la pièce de théâtre arrive et sera disponible incessamment sous peu. Merci beaucoup, Louise, pour cet échange. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors sur le compte Instagram La Fille de Cristal. La Fille de Cristal, ok. Je ne manquerai pas de taguer en description et sur les réseaux. Merci beaucoup, Louise, pour cet échange. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.